Votre invité à présent, en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Stéphane Boujna, le directeur général d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir. Comment ça va? Bah écoutez, très bien, je vous remercie. Et en plus, il a un bouquin. Il Oui, absolument. ne vient pas les poches vides. Euronext, a European Success Story. Non, mais c'est vrai, c'est génial parce que, alors déjà, je ne l'ai pas lu parce que je l'ai découvert ce matin, mais c'est l'un des rares trucs en Europe, enfin, pardon, un des rares projets européens, pan-européens. On pense à Airbus, qui est un vrai succès, mais finalement, un Airbus dans d'autres industries, Oui. il n'y a pas. Bon, il y a beaucoup d'entreprises qui sont moins visibles, qui réalisent des choses au niveau européen, mais c'est vrai que cette idée de réunir ensemble des infrastructures de marché assez anciennes comme les bourses, de les transformer avec des plateformes technologiques complètement nouvelles, de diversifier leurs activités et puis surtout de faire vivre une communauté de managers norvégiens, danois, irlandais, belges, néerlandais, français, portugais, italiens, dans quelque chose qui marche et qui est extrêmement efficace, qui est le contraire de toutes ces blagues sur le paradis européen et l'enfer européen. C'est un beau succès. C'est Jean-Claude Trichet qui le dit lui-même. Il dit qu'il y a 3 projets en Europe qui ont réussi. Airbus. La Banque Centrale Européenne, Ah oui, Airbus et Euronext. Et c'est vrai que la raison pour laquelle nous avons fait ce livre, c'est que Euronext a été créé il y a 25 ans. Ça fera 25 ans l'année prochaine. L'IPO, la ré-IPO s'est produite il y a 10 ans. En 2014, et la transformation du groupe est chiffre d'affaires qui a triplé en 10 ans. Oui, ça en dit long. C'est ça, oui, ça en dit long. C'est 3,5, c'est précis. Et c'est un peu moins de 11 milliards d'euros de capitalisation boursière, de valeur boursière. Alors que ça valait 1,4 milliard quand l'entreprise a été introduite en bourse en 2014. Voilà. Et ça montre le chemin passé. Oui, ça montre le chemin parcouru en payant chaque année 3 à 4% de dividendes. Donc c'est à la fois un niveau de risque plus faible, une transformation incroyable. Les résultats du 3e trimestre que nous avons publié il y a quelques jours étaient très bons. On fait plus de 60% de marge. C'est le top, 60% de marge, on ne pourra jamais au-delà. Il y a 62 là, mais ce que l'important maintenant, c'est de maintenir cette marge, cette profitabilité, mais surtout c'est de faire croître le chiffre d'affaires. C'est pour ça que le nouveau plan stratégique a une ambition assez forte de croissance du chiffre d'affaires. La transition est toute faite. Plan stratégique qui devait se terminer en 2024, que vous avez achevé avec quelques mois d'avance. Avec quelques mois d'avance, un bon trimestre d'avance. On avait dit qu'on ferait entre 3 et 4% de croissance. On a fait 4,3% de croissance par an. Et là, vous visez carrément, donc plan stratégique, nouveau plan stratégique Horizon 2027, vous visez carrément une croissance des revenus de 5% par an. Plus que 5%. Plus de 5% par an. Plus, c'est aussi important que 5%, c'est-à-dire que on va essayer de faire beaucoup plus et on s'engage à délivrer plus que 5%. Mais simplement, on a souhaité rester dans la logique de la communication que nous avons toujours choisie depuis que je suis là avec l'équipe, c'est-à-dire qu'on préfère être prudent dans les promesses et par contre sur... Vous avez parfois reproché d'être prudent sur la promesse, mais au moins... Oui, mais par contre on a un track record qui est absolument cohérent depuis que nous sommes arrivés, c'est que nous, comme on dit en anglais, under promise, over deliver, on est toujours au-dessus et très au-dessus de la guidance, parce que nous pensons que la crédibilité est le principal actif d'une société en retournement, comme le fut Euronext autrefois. C'est-à-dire que quand les gens croient ce que vous leur dites, ils adaptent leur comportement. Quand les gens arrêtent de croire ce que vous dites, quand vous parlez, ça devient du bruit. Ouais. Et donc pour réussir ce plan stratégique, ça passe aussi par plus de diversification du groupe dans le post-marché. Il faut expliquer la data, les données en français, les services aux entreprises. La croissance future viendra notamment de là. Oui, c'est-à-dire que... Ça pèse combien aujourd'hui la diversification? La diversification, aujourd'hui, c'est plus de 60% du chiffre d'affaires du groupe. Il faut voir où on était, où vous étiez il y a 10 ans. Il y a 10 ans, plus de 50% du chiffre d'affaires venait des activités de trading, de négociation. Et maintenant, donc, c'est quoi, c'est 30%? Aujourd'hui, c'est passé à le trading action, la bourse canal historique, représente 15-20% de notre activité. Donc, ça montre la transformation du groupe. Ça montre la transformation du groupe, c'est-à-dire qu'il y a une double diversification. Sur les métiers de négociation, on s'est diversifié dans les classes d'actifs. Aujourd'hui, vous avez à peu près 15% qui est fait sur les actions, ce que j'appelle la bourse canal historique. Mais nous avons aussi une très belle plateforme de négociation de taux fixes, d'obligations souveraines, notamment italiennes, MTS, qui est extrêmement dynamique, qui marche extrêmement bien. C'est un super achat. Et qui correspond aux besoins des investisseurs et à une réalité qui est la croissance de la dette souveraine en Europe.
Nous avons une activité de négociation d'électricité qui marche très bien puisque les marchés électriques se sont réorganisés depuis 2022 en Europe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et puis nous avons une activité de négociation de matières premières agricoles qui existait déjà autrefois, le MATIF, et qui marche extrêmement bien. Et puis enfin une activité... Action taux, donc Action taux, électricité. Action taux, électricité, matières premières et devises, avec Euronext Forex. Donc il y a une diversification à l'intérieur des métiers de négociation. Mais tout ça, c'est 40% du chiffre d'affaires d'Euronext. Et à côté, il y a une diversification dans des métiers qui n'ont rien à voir avec la négociation. Tout ce qui se passe après la négociation dans les métiers de l'action, c'est-à-dire le règlement livraison, la conservation des titres, avant ça, la compensation, les activités de clearing, de compensation, et puis les activités de vente de données, et puis les activités de vente de services aux entreprises, tous ces métiers qui n'ont rien à voir avec la négociation et qui nous permettent d'accélérer la croissance du groupe par une diversification du groupe. Croissance organique, croissance externe, qu'est-ce qui est prévu pour chacun des deux grands piliers, des deux grands Aujourd'hui, tout le plan que nous avons fait est intégralement construit autour de la croissance organique. La croissance externe, qui fut un moteur de la transformation d'Euronext, avec une grosse acquisition chaque année, est une option. C'est terminé ça? Non, ce n'est pas du tout terminé. Il y a une pause pour le moment qui correspond aux opportunités que nous suivons et qui ne sont pas, comme on dit en anglais, actionnables immédiatement. Donc on a décidé de construire un plan organique, quoi qu'il arrive. Mais bien sûr, il y a deux raisons qui font qu'on va continuer à faire des acquisitions et si possible transformer. Dans vos rêves les plus fous, il y a qui en cible? Non mais moi en faisant fi des contraintes. Non, moi je suis payé ni pour rêver ni pour être fou. Donc on ne rêve pas et on essaye d'échapper à la folie. Ce qu'on fait, c'est qu'on analyse de manière assez méticuleuse des situations et on regarde quels sont les actifs sur lesquels on peut extraire des synergies, et à condition de les payer à un prix qui est compatible avec nos exigences de... Il y a qui là, qui coche ces cases? Je voudrais insister là-dessus. On rate peut-être plus d'opportunités que les autres, mais on fait moins de bêtises que les autres aussi. C'est-à-dire que nous n'investissons que si le retour sur capitaux employés dans les actifs qu'on achète est supérieur au coût du capital entre l'année 3 et 5. C'est très important. C'est la base. C'est la base, mais c'est parce que c'est la base que c'est le comportement le plus fréquent. Le nombre de gens qui vous disent qu'ils font une acquisition stratégique en M&A, ça veut souvent dire je sais dès le départ que je perds de l'argent et que je paye trop cher. Donc j'appelle ça stratégique. Alors pourquoi je l'ai fait dans ces cas-là? Ça, c'est à ceux qui en font qu'il faut poser la question, c'est pas à moi de le juger. Donc la question est que nous avons une discipline financière extrêmement rigoureuse. À l'intérieur de cette discipline financière, qui déjà limite le nombre d'acquisitions, il y a bien sûr des actifs pour lesquels on pourrait extraire beaucoup de synergies. Le plus évident dont on parle régulièrement, c'est Nasdaq Nordics, qui sont les bourses de Stockholm, Helsinki, Reykjavik, Copenhague, Tallinn, Riga et Vilnius. L'actionnaire est... Dans l'actionnaire est le groupe Nasdaq, ouais. et qui est l'activité européenne du groupe Nasdaq. Pour le moment, Nasdaq n'a pas d'intention de vendre cette activité. Il est clair que ça aurait beaucoup de synergie parce que nous sommes présents en Norvège avec Oslo Børs VPS, nous sommes présents au Danemark avec le CSD, les activités de règlement, livraison, conservation de titres au Danemark. Et les clients nous demandent, dans la région nordique, de faire de la consolidation régionale. Mais ça ne dépend pas de vous. Le M&A, c'est quand même une activité entre adultes consentants, donc il faut quand même que... Il faut que les deux soient consentants. Oui, il faut que nous sommes ce qu'on appelle en anglais un willing buyer, un acheteur volontaire, mais il faut aussi un vendeur volontaire. Et pour le moment, sur cet actif-là, Nasdaq souhaite conserver cette activité. Donc il n'y a pas de transaction possible pour le moment. Et donc il y a quelques actifs, quelques situations comme ça en Europe. Et puis, indépendamment des autres bourses, il y a des activités de diversification qu'on regarde régulièrement et sur lesquelles on pourrait être amené à bouger si on trouve un bon prix. Surtout les métiers du post-trade, donc de ce qui se passe après la négociation, donc la conservation de titres, le règlement livraison, sur les métiers de la data, sur les métiers de la data. Vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une activité importante. Les données que nous produisons à chaque instant dans les prix que nous produisons sont disséminées et sont vendues à un certain nombre de gestionnaires d'actifs ou à un certain nombre d'agrégateurs comme les Bloomberg de ce monde qui agrègent ces informations et les revendent à leur tour. Une activité qui est très bien valorisée par les marchés, ça. Oui, c'est une activité qui est très bien valorisée par les marchés. La nouveauté, c'est que désormais, ça c'est assez passionnant, un certain nombre d'investisseurs, notamment de quant, de hedge funds, trouvent de l'intérêt à investir dans la volatilité des actifs qui ne sont pas nécessairement des actions ou des obligations.
Je pense notamment à l'électricité et aux matières premières agricoles. Et donc, il y a un intérêt nouveau pour les produits dérivés qui ont comme sous-jacent la dynamique fondamentale des marchés agricoles ou des marchés électriques. Et donc, on est amené à diversifier les... C'est pas de la data, ça. C'est des données, si, bien sûr, c'est de la donnée, puisque c'est des données... D'ailleurs, c'est de la transaction. Oui, mais justement, il y a le marché sous-jacent, Ouais. les matières premières agricoles, Ouais. voire dérivés, les Dérivés. dérivés de trucs, Ouais. et il y a le marché sous-jacent électrique, mais il y a les données sur les prix qui sont payés à chaque instant, Ok. les volumes, et ça intéresse des quants qui construisent des modèles de je vais pouvoir spéculer sur l'évolution. Il y a des options sur l'électricité? Il y a des options sur l'électricité. Nous allons en lancer. Des futurs ou des, Nous avons un concurrent qui lance des futurs, qui a des futurs sur l'électricité. Nous-mêmes, pour le moment, nous n'en avons pas, mais nous avons annoncé clairement qu'en 2025, c'est un des éléments du plan stratégique. Nous allons faire des futurs sur l'électricité, puisque nous avons la plus futurs grosse... et options et ou options? Oui, absolument. Nous avons la plus grande plateforme de trading d'électricité cash, enfin dans l'électricité ils appellent ça spot, pour la région nordique, baltique et aussi très active dans le reste de l'Europe. Et nous allons offrir aux clients dans cette zone des produits dérivés. Je ne me rends pas compte la volatilité sur l'électricité? Elle est très importante et elle est surtout... plus importante que sur les actions? Je ne saurais pas vous dire, je crois qu'elle est moins importante que sur les actions. Ok. Mais en tout cas dans la région, dans la région baltique. Mais je ne saurais pas vous répondre précisément. Bon. Sur les dividendes, il faut en parler, on est sur Boursorama, j'ai lu que votre taux de dividende sera de 50% à compter de 2025. Il est à combien aujourd'hui? Non, il est à 50%. C'est ça, il reste, non, la nouveauté, c'est que on continue avec cette discipline qui est 50% du résultat net payé en dividende, parce que c'est une approche facile à expliquer, puisque c'est une non-décision qu'on reproduit chaque année. Il n'y a pas de surinterprétation de ils ont baissé le dividende, ils ont monté le dividende, etc. Par contre, quand on fait maintenant autour d'1 milliard d'EBITDA, quand on transforme 75 à 78% de l'EBITDA en cash, donc on génère un résultat net très important en valeur absolue, garder la moitié de ce résultat net, si on n'en a pas à l'emploi, est quelque chose qui n'est pas sain. Donc c'est pour ça qu'on c'est une innovation du plan. On s'est dit on déleverage très vite, on a un taux de dette sur EBITDA qui est à 1 fois 5, 1,5 fois, ce qui est faible, qui est faible. Et donc quand on est dans ces conditions de génération de cash flow, de désendettement extrêmement rapide, il est normal de considérer que de temps en temps, il faut faire, si on n'a pas une transaction au coin de la rue qu'on va closer demain, il est normal de redistribuer l'argent aux actionnaires. C'est pour ça qu'on fait notre deuxième opération de rachat d'actions. Après une opération de rachat d'actions de 200 millions l'année dernière, là on est en train d'engager une opération de rachat d'actions de 300 millions. On peut dire que Euronext est une machine à cash? On peut dire qu'Euronext est une énorme machine à cash. Et va rester? Et va rester une énorme machine à cash, ça c'est certain. Quand vous faites... quelle que soit la conjoncture, encore une fois, boursière, au vu de ce qu'on a dit... Quand vous faites au Q3, au troisième trimestre, 62% de marge, quand vous faites sur les derniers 12 mois un EBITDA d'1 milliard, quand vous transformez 75% de l'EBITDA en cash, quand vous avez un ratio de dette sur EBITDA de 1,5 fois, c'est difficile de qualifier ça autre chose qu'une puissante machine à cash. Ce qui est très important en revanche, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce cash. Une partie, je viens de l'indiquer, est redistribuée, et on le fera avec beaucoup de succès, mais une partie significative est réinvestie parce que l'objectif, c'est la profitabilité, mais surtout la croissance. Et la croissance sera au minimum de 5% par an en moyenne jusqu'en 2027. La croissance du résultat opérationnel de l'EBITDA sera au minimum de 5% en moyenne par an jusqu'en 2027. La croissance de l'EBITDA sera supérieure à celle du chiffre d'affaires. Et donc, on a des projets extrêmement ambitieux. Bon, ambitieux aussi pour l'Europe, parce que vous souhaitez, si j'ai bien compris, je ne parle pas à votre place, Stéphane Boujna, qu'Euronext prenne des initiatives pour favoriser l'intégration financière en Europe, sans attendre nécessairement des décisions politiques au niveau européen. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un changement de momentum en Europe, parce que entre les rapports l'État noyé Draghi, entre le contenu des lettres de mandat que Mme von der Leyen a envoyées aux commissaires désignés qui sont en cours d'approbation par le Parlement européen, clairement il y a une ambition sur la compétitivité, l'intégration, la simplification, l'excellence. Tout ça va
dans le bon sens, et l'Union pour les marchés de capitaux, qu'on appelle désormais l'Union pour l'investissement, pour l'épargne et l'investissement, vont absolument dans le bon sens. Sauf que, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la machine de fabrication de convergence en Europe est lente. Draghi lui-même dit, en moyenne, c'est 19 mois entre une décision de la Commission et la mise en œuvre de la décision dans une loi européenne. Dans 19 mois, l'administration Trump sera aux affaires depuis 1 an et demi. Donc, il n'est pas question qu'on attende. Et donc, la chose qui peut être la plus simple, c'est que soit des groupes pionniers de pays qui ont un intérêt à faire les choses plus vite que d'autres, comme ce fut le cas pour l'euro, comme ce fut le cas pour Schengen, prennent l'initiative, ou alors même un nombre de pays... Qui est partant, là, d'ailleurs, là-dessus? Vous savez, c'est assez simple. Ce que je peux vous dire, c'est que les pays Euronext sont partants. Les pays Euronext, c'est-à-dire les trésors, les ministres des Finances, les régulateurs des pays Euronext, on mesure qu'ils ont un objet qui existe déjà, qu'ils co-régulent ensemble, et qui représente une partie significative du marché, en particulier quand vous mettez autour de la table les Néerlandais, les Français et les Italiens. Et donc ce que nous avons essayé de faire, c'est de donner un débouché concret à cette volonté. Par exemple, nous avons proposé à nos superviseurs de sortir très très vite un Single European Prospectus. Un prospectus unique. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que c'est pas très compliqué à faire. Et ça dans chaque pays, il y a un prospectus qui répond à une réglementation différente. Qui est similaire. Mais comme vous savez, quand les réglementations sont similaires, voire harmonisées, elles restent différentes. Donc l'idée, c'est de remplacer quelque chose de similaire par quelque chose d'identique. Et le prospectus unique, c'est une table des matières. C'est un peu, pour ceux qui connaissent les États-Unis, l'équivalent du S1. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où est enregistrée une société américaine dès lors qu'elle est cotée, vous avez accès sur le site web de l'Exchange ou de la SEC d'un formulaire qui s'appelle le S1, qui vous dit de manière très synthétique, toujours de la même ordre, les caractéristiques de l'entreprise et du projet qui est coté. L'idée, c'est de faire la même chose. C'est d'avoir un point d'entrée identique. Exactement comme le billet de banque que vous avez dans la poche, c'est pas pareil d'avoir une monnaie commune et d'avoir une monnaie unique. Quitte à ce qu'on ait une annexe dans la langue locale, quitte à ce que ce soit un peu comme la pièce que vous avez dans votre poche, où il y a une face européenne et une face avec un symbole national, on peut tout à fait vivre avec ça. Le plus important, c'est qu'on ait une face commune. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un prospectus d'émission pour les entreprises, à la fois dans son executive summary, dans son résumé et dans sa structure, qui soit absolument identique. Et qu'est-ce que ça change une fois qu'on a ça? Une fois qu'on a ça, l'activité du reste du monde, quand il cherche une information sur une entreprise, est beaucoup plus facile parce qu'il a une information en anglais standardisée, et comme il l'aura sur le prospectus complet. C'est une première étape. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est à la fois très simple à faire, très visible, mais aussi très symbolique, et aussi un élément de confort plutôt qu'un élément de transformation. Mais une fois qu'on rentre dans cette logique-là, d'avoir fait ensemble des choses faciles et très visibles, on peut envisager de faire des choses un peu moins visibles et plus transformantes, par exemple harmoniser de manière les règles d'admission qui sont proches pour avoir des règles d'admission identiques sur les marchés. Et donc l'idée, c'est de faire par le bas, entre opérateurs supervisés qui seraient accompagnés et validés par leurs superviseurs locaux, les transformations qui sont nécessaires dans l'urgence. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas si tout le monde mesure ce qui se passe depuis quelques semaines sur les marchés américains. L'euphorie des investisseurs américains qui sont absolument convaincus qu'il va y avoir une dérégulation massive et qu'il va y avoir une baisse de la fiscalité massive. Et donc, le nouvel environnement compétitif sur la planète, c'est ça. On risque d'être largué, nous, en Europe, avec non, moi, je pense qu'on a notre billet pour la réglementation, non, des impôts plus élevés. Encore une fois, je pense que la volonté, le wake-up call a fonctionné, tout le monde comprend ce risque, les leaders européens ne sont pas autistes, ils ont une compréhension à la fois de la tectonique des plaques depuis depuis l'Inflation Reduction Act de Biden qui montrait que les États-Unis s'éloignaient de la discipline collective de l'Organisation mondiale du commerce. Tout ça est connu. La nouveauté, c'est l'urgence qu'apporte l'aventure qui s'ouvre avec M. Trump, même s'il y a des éléments d'incertitude. On ne sait pas si Trump, c'est une aventure à la Ronald Reagan,
très libéral, très pro-entreprise, ou bien si au contraire c'est quelque chose de complètement chaotique et désorganisé, on ne sait pas. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que ça crée une ardente obligation pour les Européens de faire des choses. Et nous, ce que nous proposons, c'est de ne pas attendre. Ce qu'on veut, c'est qu'on arrête d'allumer des cierges dans des lieux de culte en espérant qu'il se passe ça ou ça aux États-Unis, et qu'au lieu d'allumer des cierges, on commence à agir effectivement, et on essaye d'agir sur des petites choses pour commencer, en espérant créer une dynamique qui permettra de la consolidation par le bas de la réglementation, sans attendre qu'elle arrive par le haut. Le décrochage de l'Europe et de la France par rapport aux États-Unis, quand on regarde le PIB par tête, il est évident. La productivité, tout ça, la croissance, on l'a dit. En quoi l'union des marchés de capitaux, qui a rebaptisé ça d'ailleurs, union de l'épargne et de l'investissement, c'est vous? Non, c'est une initiative, je crois que le terme est sorti au départ dans le rapport de Christian Noyer ou dans le rapport d'Enrico Letta. Et bien en quoi cette union de l'épargne et de l'investissement en Europe nous permettrait d'enrayer ce décrochage concrètement? Écoutez, c'est assez simple. On a besoin, et c'est le rapport de Christian Noyer qui l'exprime extrêmement clairement, on a besoin de 1000 milliards par an en Europe pour faire 3 ou 4 choses. La plus grande partie, financer la transition écologique. La deuxième partie, faire 700 milliards. La deuxième partie, c'est du rattrapage de la digitalisation de nos entreprises. Et enfin, c'est se doter de capacités de production d'équipements de défense dont on a besoin parce que l'environnement autour de nous a changé. Sur la transition, les 700 milliards, pardon, mais les Américains, ils ne sont pas du tout là-dessus. Hein. Oui, je parle des besoins que l'Europe s'est fixés. Ouais. Ce sont des projets qui ne vont pas fonctionner avec 1000 milliards de dettes. Ce sont des projets qui ont besoin, qui ont des profils de risque. Et pourquoi ce ne serait pas 1000 milliards de dettes? Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas de la dette? Des profils d'entrée. Parce qu'aujourd'hui, la dette, il faut des ressources propres qui permettent de les rentabiliser. Les fonds propres, c'est les fonds propres du projet. Donc, quand les cash flows sont lointains ou incertains, ou qu'il y a du risque, la dette n'est pas l'instrument, c'est l'equity. L'equity, c'est si vous perdez tout, mais si vous gagnez, vous gagnez tout. La dette, c'est vous avez moins de risque de perdre, mais si ça marche bien, vous ne gagnez pas plus que le taux d'intérêt. Et le remboursement de votre capital, de votre principal. Donc les projets dont je parle, c'est-à-dire rattraper le retard de digitalisation de l'Europe, mener la transformation complète de nos modes de vie et de notre appareil productif pour faire face aux enjeux qu'on s'est fixés de décarbonation de nos économies et construire des capacités de production de défense parce que les voisins de l'Europe ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Et donc ça, c'est des retours sur investissement différents, des retours sur investissement plus lointains et des profils de risque différents. Et ça, il faut des fonds propres. Et il faut des fonds propres investis dans la durée. Et donc, l'Europe doit réorienter l'épargne des ménages, l'épargne vers ses activités. Et alors, c'est vrai... En France, il y a des produits d'épargne, on peut épargner dans des actions, dans des obligations, il y a beaucoup de choses. Là, il y a deux choses qui ne relèvent pas de l'Europe, dont on a peut-être déjà parlé ici, qui sont très importantes et qui expliquent l'évidence, c'est qu'aujourd'hui, le paradoxe européen, c'est qu'on a 13% du PIB européen qui est orienté vers l'épargne. On est l'endroit de la planète où les gens épargnent le plus. Et le paradoxe, c'est qu'une très grande partie de cette épargne est orientée vers le financement de la dette publique des États européens. Parce que nous sommes très endettés. En France, l'année prochaine, nous allons émettre environ 300 milliards de dettes. Environ 10% du PIB va être émis en dette l'année prochaine seulement. Parce que c'est ça qu'il faut pour financer nos déficits, puisque comme nous sommes à 45% de prélèvements obligatoires, mais à 58% de dépenses publiques, la différence, ça s'appelle le déficit, et ce déficit, il faut trouver des gens sur le reste de la planète qui nous payent, qui nous prêtent pour l'emprunter. Donc le niveau d'endettement est spectaculaire. Et le moment venu, peut-être que ça aura un effet même sur le coût de refinancement et de cette dette. Mais en attendant, on a beaucoup de subventions fiscales pour orienter l'épargne des ménages vers l'achat d'OAT. Comme d'ailleurs, c'est le cas en Italie, comme c'est le cas en Espagne. L'assurance vie, en tant que telle, n'induit pas nécessairement une subvention vers les OAT, mais l'assurance vie, avec une garantie de capital et de la liquidité, ça vous amène aux OAT. Égale le fonds. Exactement. Et ça, c'est une distraction, une diversion de l'épargne vers la dette publique par rapport à l'autre source de fuite, c'est évidemment les retraites, les fonds de pension. Pendant longtemps,
on a considéré le débat sur les fonds de pension comme étant un débat politique entre des Thatchero-réganiens qui voulaient faire la retraite capitalisation et des gens qui étaient les héritiers de l'État-providence des années 2000 du Conseil national de la résistance qui voulaient faire la retraite par distribution. C'est une discussion intéressante, mais qui n'a pas plus de portée que celle sur le sexe des anges dans Constantinople face à l'invasion ottomane. La vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est l'emploi. C'est que si vous voulez des fonds propres dans la durée, une épargne qui est illiquide pendant de nombreuses années, eh bien, il faut qu'elle soit mobilisée pour financer les retraites. D'ailleurs, vous prenez une dose de capitalisation. D'ailleurs, bien sûr, pas une dose. Mais il y a l'assurance vie déjà en France. Mais une partie de l'assurance vie n'est pas orientée vers l'épargne vers les fonds propres. D'ailleurs, je voudrais insister là-dessus parce qu'il y a vraiment une illusion d'optique sur cette histoire de retraite par capitalisation qui est la solution pour le financement des fonds propres des entreprises. Il y a 3 pays en Europe qui ont des retraites par capitalisation très avancées. Les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Ce sont 3 pays qui ont des marchés actions extrêmement dynamiques. Et ce sont aussi des pays qui ont des niveaux de cohésion sociale et de redistribution très élevés. Donc il n'y a pas d'antinomie, de contradiction entre orienter l'épargne des ménages vers les fonds propres des entreprises à travers leur épargne retraite et en même temps avoir des systèmes de cohésion sociale. Et en même temps, il y a un manque d'appétence pour le risque en Europe et en France, on le sait. Est-ce qu'il changera même si on a une union des marchés de capitaux ou une union de l'épargne et de l'investissement? Je pense, parce que si on crée des incitations pour investir dans la durée, au moment où vous investissez dans la durée pour votre épargne retraite, à ce moment-là, il faut accepter des niveaux de diversification et des rentabilités différées. Avec beaucoup de capitaux européens qui vont aussi s'investir sur le marché américain. Oui. On n'a pas dit ça. J'ai mentionné 2 sources de fuite. L'une qui est l'orientation de l'épargne vers les taux et la dette souveraine. L'autre, le fait qu'on n'a pas de réservoir de fonds propres. Et vous avez raison, on exporte. On a le plus gros gisement d'épargne. On exporte de l'épargne vers les US, mais on importe de l'investissement en fonds propres des US aussi. C'est-à-dire que les Américains sont les plus gros actionnaires étrangers des entreprises européennes. Le fait que l'épargne française, c'est pas grave, vous avez fait tomber, mais c'est pas grave. Le fait que l'épargne française soit de plus en plus confiée à des gestionnaires, des gros gestionnaires d'actifs qui sont américains, est-ce que c'est problématique? C'est problématique parce que pourquoi les gros gestionnaires d'actifs se sont développés aux États-Unis? Parce que précisément, la retraite des Américains dépend de ces gestionnaires d'actifs. Pourquoi nous en avons moins en France? C'est parce qu'ils sont soit, en Europe, ils sont soit associés à des groupes d'assurance, soit on a le magnifique succès européen d'Amundi, mais qui est le plus gros gestionnaire d'actifs européen. 200 milliards d'euros d'actifs. Qui est une entreprise magnifique. BlackRock est à 12 000 milliards. Oui, mais la différence, c'est qu'en Europe, si vous voulez avoir un peu de revenus quand vous êtes trop vieux, trop fatigué pour travailler, il suffit d'espérer qu'à ce moment-là de votre vie, les gens autour de vous continueront à payer des impôts et des cotisations sociales. Aux US, si vous voulez avoir un peu de revenus quand vous êtes trop vieux pour être fatigué, il faut que quand vous êtes jeune et que vous avez du revenu et de l'épargne, vous achetiez des actions. Parce que sinon, vous n'aurez pas de revenus quand vous serez trop vieux. Donc, les Américains épargnent pour avoir du revenu quand ils seront trop vieux. Les Européens n'ont pas besoin d'épargner pour avoir des revenus quand ils seront trop vieux. Et donc, ça explique qu'il y a beaucoup de gens pour gérer l'argent de tous les travailleurs américains qui épargnent pour leur retraite. Ça crée BlackRock. Et comme nous n'avons pas besoin de faire ça, nous avons un très gros gouvernement qui gère 58% du PIB et un petit BlackRock. Les Américains ont un gros BlackRock et un petit gouvernement. Et la solution, c'est d'avoir un truc entre les deux? La solution, c'est moi, je pense que la solution européenne, c'est la solution qui prévaut dans plusieurs pays, pas dans un seul, aux Pays-Bas, en Suède et au Danemark, c'est d'avoir les deux. C'est de construire l'industrie de l'asset management aux Pays-Bas. Elle est énorme, elle est disproportionnée par rapport à la taille des Pays-Bas. C'est l'un des pays où vous avez les plus gros asset managers parce que vous avez les plus gros fonds de pension européens qui sont aux Pays-Bas. Même chose en Suède. Vous avez l'industrie des fonds propres suit l'offre d'épargne longue. Et l'offre d'épargne longue vient des fonds de pension. Dernière question, Stéphane Boujnah, après 10 ans à la tête d'Euronext, mais je pense que la réponse sont là à peu près quand on vous écoute. Vous avez toujours l'agnac, le feu sacré? Je sais pas, moi je... Non, parce que 10 ans, on pourrait certains dire, oh là là, au bout de 10 ans, hein. Non, vous êtes toujours... Mais pourquoi vous voulez m'euthanasier? Mais pas du tout, mais je me demande comment est-ce qu'on est au bout de 10 ans, est-ce qu'on on est toujours au taquet comme ça? Je pense que, j'en sais rien, c'est aux gens qui travaillent avec moi et aux actionnaires de poser la question. Moi, je me lève avec un sentiment d'urgence tous les matins et je pense que le projet qu'on conduit
blague à part, ça renvoie au début, c'est que je me lève, je me dis, je fais un truc qui est à côté de Schengen, l'euro, Erasmus, Airbus. C'est un projet industriel, commercial. On est d'une boîte qui doit gagner de l'argent, mais qui est un élément de ce qu'est l'autonomie stratégique de l'Europe. Ouais. Et je trouve que c'est très, très, très stimulant. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre sur le succès d'Euronext. Donc le jour où j'ai plus cette niaque, où je suis résigné, où je parle comme un sénateur lentement, et non, il faut prévenir mon board pour qu'il se sépare de moi le plus vite possible. Bon, et sur le parcours boursier, magnifique en 10 ans, j'ai plus les chiffres en tête, mais vous allez me le dire. On a commencé à 20 € en 2014, 100. On est à 104 au moment où nous parlons. Ouais, donc voilà, c'est reproductible, personne ne sait évidemment, mais c'est tellement incroyable comme parcours boursier que… Ça s'appelle du turnaround. Ça s'appelle, vous savez, la phrase qui renvoie à votre question précédente, que je prononce le plus souvent dans les réunions avec les salariés, c'est cette phrase de Thucydide dans la guerre du Péloponnèse qui est « se reposer ou rester libre, il faut choisir ». C'est vraiment la performance est une condition d'indépendance. On a fait tout ça. On a transformé cette entreprise qui était un crevard en 2014. C'est vrai que c'était un canard boiteux à l'époque. Hein. Moi, j'emploie une expression plus familière encore que je viens d'utiliser, parce que quand vous prenez une entreprise qui se définit comme étant les actifs que l'acquéreur du groupe NYSE Euronext n'a pas voulu garder, une entreprise où le CEO démissionne 6 mois après l'introduction en bourse, où le CFO démissionne 6 semaines avant l'Investor Day, il y a quand même une certaine perplexité qui entoure la pérennité du projet. Donc on a transformé ce projet, on est passé par la phase de survie, la phase de transformation, la phase de croissance désormais, et là on passe dans une phase complètement nouvelle de croissance organique, et on va continuer à transformer l'industrie et à consolider l'industrie en Europe, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon. Donc ça n'est que le début. Bon, eh bien on se reverra. Merci de passer nous voir. Stéphane Mougin, donc, directeur général d'Euronext, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Il va retrouver en replay dès 14 h. Merci. Merci à vous.